Son nom est Paul Watson, un militant écologiste de 73 ans qui a consacré sa vie à la protection des océans et des cétacés, comme les baleines et les dauphins. Mais il a été arrêté dimanche par les autorités danoises. Il risque d'être envoyé au Japon, où il pourrait finir ses jours en prison. Mais alors, comment a-t-il été arrêté? Que lui reproche le Japon? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités aujourd'hui. Voici l'histoire de Paul Watson. Paul Watson, c'est donc un Canadien de 73 ans qui a dédié sa vie à la protection des mammifères marins, notamment les baleines. Il est l'un des fondateurs de l'ONG de protection de l'environnement Greenpeace, qu'il a quitté il y a assez longtemps maintenant, en 1977. Dans la foulée, il a fondé la Sea Shepherd Conservation Society, une organisation dédiée à la protection des océans et de la faune marine. Cette organisation, Sea Shepherd, elle est connue pour ses actions directes, comme les abordages en pleine mer, lorsqu'un navire donc peut entrer par exemple en collision avec un autre navire, ou peut menacer de le faire en tout cas, pour empêcher certaines pratiques en mer. Sa première arrestation en l'occurrence, elle date de 1979. Sea Shepherd avait réussi à empêcher l'abattage d'un millier de phoques au Canada, dans le golfe du Saint-Laurent. Près de 20 ans plus tard, Paul Watson avait été arrêté aux Pays-Bas. Là-bas, il avait passé 120 jours en prison. Vous l'avez compris donc, ces méthodes ont valu aux militants d'être arrêtés plusieurs fois, et donc ce dimanche, Paul Watson a de nouveau été arrêté au Groenland. Mais alors, pourquoi? En fait, Paul Watson, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par le Japon pour, je cite, complot en vue d'intrusion sur un baleinier. Un baleinier, c'est un type de navire conçu spécifiquement pour la chasse aux baleines. Et un mandat d'arrêt international, c'est donc un ordre émis par une autorité judiciaire d'un pays, en l'occurrence ici par le Japon, et qui demande à d'autres pays d'arrêter et de transférer une personne qui est recherchée. Ce mandat d'arrêt, il avait donc été émis par l'Organisation internationale de police criminelle Interpol en 2012, faisant suite à un incident qui avait lieu au Japon en 2010. Concrètement, le Japon l'accuse d'avoir incité un des membres de son ONG de monter à bord d'un baleinier japonais en 2010 dans l'océan Antarctique. Cela aurait conduit, d'après le Japon, à des dommages et des blessés des membres de l'équipage, alors que de son côté, Sea Shepherd affirme que les membres de leur ONG n'ont jamais blessé personne. Bon, et avant de revenir sur cette arrestation, peut-être petit point tout de même sur cette question de la chasse à la baleine. Faut savoir que la chasse commerciale à la baleine, elle est interdite dans le monde depuis un moratoire de la Commission baleinière internationale adopté en 1986. Mais aujourd'hui, il y a 3 pays en fait qui continuent à pratiquer cette chasse à la baleine. On parle de la Norvège, de l'Islande et du Japon. En 2014, la Cour internationale de justice de La Haye, qui est l'organe judiciaire principal de l'ONU, a condamné la pratique du Japon, jugeant que le programme de chasse japonaise prétendument scientifique ne répondait pas aux critères définis. Mais pour Paul Watson et Sea Shepherd, le Japon compte reprendre en fait la chasse commerciale dans les eaux internationales en 2025, notamment grâce à un nouveau navire. Et c'est donc vers ce nouveau baleinier que Paul Watson se dirigeait ce dimanche pour tenter de s'interposer. Faut savoir qu'au Japon, la baleine, elle représente historiquement une forme de symbole, de culture et de tradition du pays. Après la Seconde Guerre mondiale, la baleine est même devenue une source de protéines importante pour la population japonaise qui était confrontée à des pénuries alimentaires en raison de la destruction causée par la guerre. Le gouvernement japonais donc défend cette chasse à la baleine comme présentant un intérêt en termes de sécurité alimentaire. Le truc, c'est que dans les faits aujourd'hui, la consommation de viande de baleine au Japon, elle s'est effondrée. En 2012, une étude montrait que 88,8% des Japonais n'ont pas consommé de viande de baleine dans l'année. Bref, c'est une tradition historique qui demeure aujourd'hui, qui rapporte aussi beaucoup à l'État japonais et qui reste donc en place du côté du Japon, comme donc pour certains autres pays dans le monde. Bref, je vous parlais donc de ce mandat d'arrêt émis contre Paul Watson. La notice de ce mandat d'arrêt, en fait, après avoir été mise en ligne pendant des années, elle avait récemment disparu du site internet d'Interpol. Résultat, Paul Watson pensait être libre de ses mouvements. Il avait d'ailleurs récemment voyagé dans plusieurs pays, la France, la Suisse ou encore l'Irlande, sans être arrêté. Mais finalement donc, ce dimanche, alors que Paul Watson faisait une escale à Nuuk, qui est la capitale du Groenland, pour ravitailler justement son navire, il a finalement été arrêté par la police danoise, le Groenland étant un territoire autonome mais qui fait tout de même partie du royaume du Danemark. Alors pour la présidente de Sea Shepherd France, il s'agit ici d'un guet-apens. Par ailleurs, d'après elle, un nouveau mandat d'arrêt émis par le Japon est sorti au mois de juin 2024 et qui expirait en septembre ciblait exclusivement le Danemark, laissant penser donc selon elle que Paul Watson est victime d'un piège. Et d'ailleurs, d'après l'ONG, le Danemark a aussi un intérêt à arrêter l'activiste canadien, puisque Sea Shepherd s'oppose depuis plusieurs années à la chasse des dauphins aux îles Féroé, des îles Féroé qui elles aussi font partie du Danemark.
Alors maintenant, que risque Paul Watson? Eh bien actuellement, il est en détention provisoire au Danemark et il risque donc d'être extradé, donc envoyé au Japon pour être jugé là-bas. Pour Sea Shepherd, c'est sûr, s'il est extradé au Japon, il finira ses jours en prison. La décision de l'extrader au Japon, elle revient donc au ministère danois de la Justice qui devrait se prononcer le 15 août. Et ce qu'on peut noter, c'est que plusieurs personnalités du monde entier ont appelé à la libération de Paul Watson. En France, c'est notamment le journaliste et militant écologiste Hugo Clément qui a demandé au président de la République d'entrer en contact avec la première ministre danoise pour exiger sa libération. Il y a aussi une pétition qui compte déjà plus de 500 000 signatures. Il y a aussi une tribune publiée dans Libération où on retrouve parmi les signataires la militante Camille Etienne, l'acteur Pierre Ninet ou encore l'actrice Brigitte Bardot. De son côté, l'Élysée a indiqué ce mardi qu'Emmanuel Macron, je cite, suit la situation de près et qu'il intervient auprès des autorités danoises pour demander donc que l'on empêche l'extradition de Paul Watson. On suivra donc tout ça dans les prochains jours, mais ça me semblait intéressant de revenir sur son histoire et sur sa situation aujourd'hui. Je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Le président américain Joe Biden s'est exprimé ce mercredi soir lors d'une allocution à la télévision pour justifier son renoncement à l'élection présidentielle de novembre. Il a notamment expliqué qu'il souhaitait avant tout défendre la démocratie avec son retrait et son potentiel remplacement par Kamala Harris qui représente selon lui de nouvelles voix et des voix plus jeunes. Il a fait l'éloge de sa vice-présidente, la qualifiant d'expérimentée, de forte et de compétente. Il n'a en revanche pas réellement parlé de la question de son âge, 81 ans, et de ses capacités physiques et mentales mises en lumière ces derniers mois avec ses nombreuses gaffes. Enfin, sans évoquer clairement son adversaire républicain Donald Trump, Joe Biden a insisté sur la gravité de la prochaine élection, dont dépend selon lui l'avenir des États-Unis. Deuxième actu, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prononcé un discours ce mercredi devant le Congrès américain, l'équivalent du Parlement en France, plus de 9 mois après le début de la guerre à Gaza. Sa venue aux États-Unis a été vivement critiquée, des milliers de manifestants ont protesté devant le Capitole, le lieu où se trouve le Congrès à Washington, et des élus démocrates, donc du camp de Joe Biden, ont décidé de boycotter sa venue. Il a tout de même été longuement applaudi par les élus républicains lors de son entrée au Congrès. Il a notamment déclaré que la victoire d'Israël serait aussi celle des États-Unis et s'est dit confiant sur l'issue des négociations actuelles pour faire libérer les otages détenus par le Hamas. D'ailleurs, à ce propos, l'armée israélienne a déclaré ce jeudi avoir récupéré les corps de 5 personnes retenues à Gaza. Il s'agit plus précisément d'une personne prise en otage lors de l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre et de 4 militaires tués le même jour. Sur 251 personnes enlevées le 7 octobre, 111 sont toujours retenues captives à Gaza, dont 39 sont mortes selon l'armée israélienne. Troisième actu qui concerne les Jeux Olympiques de Paris, on en sait un peu plus sur la cérémonie d'ouverture et sur les artistes qui performeront selon les informations du Parisien. Bon, déjà, la chanteuse canadienne Céline Dion devrait interpréter une reprise de la chanson L'hymne à l'amour d'Edith Piaf. La chanteuse américaine Lady Gaga devrait aussi chanter lors de la cérémonie. Selon le journaliste Thierry Moreau, elle devrait même interpréter une reprise de La vie en rose d'Edith Piaf en duo avec Céline Dion. Côté artiste français, la chanteuse Aya Nakamura serait aussi bel et bien présente et devrait interpréter des chansons de Charles Aznavour. La chanteuse Juliette Armanet, accompagnée du pianiste Soufiane Pamar, seront aussi présents, selon les infos du média L'Équipe confirmées par Le Parisien. On a d'ailleurs aperçu le piano de l'artiste sur le bord de la scène. Le rappeur Rimka devrait aussi participer à la cérémonie, selon L'Équipe. Le groupe de heavy metal français Gojira et la chanteuse lyrique franco-suisse Marina Viotti chanteront en duo, selon Le Parisien. À noter qu'aucune de ces personnes n'a été confirmée officiellement par le comité olympique ou les organisateurs de la cérémonie, qui préfèrent garder la surprise. Quatrième actu, Emmanuel Macron a déjeuné ce jeudi à l'Élysée avec une quarantaine de PDG internationaux présents à Paris pour les Jeux Olympiques, dont Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX et X, Bernard Arnault, le patron de LVMH, ou encore James Quincy, le patron de Coca-Cola. Alors il n'y a pas eu d'annonce particulière, mais le but du président était en fait de vanter l'attractivité économique de la France en profitant de l'élan positif des Jeux et surtout rassurer les investisseurs face à la crise politique que traverse le pays actuellement. Selon une conseillère présidentielle citée par l'AFP, le président leur a expliqué ses choix, notamment la dissolution de l'Assemblée nationale, et les a invités à continuer à investir en France. Cinquième actu, ce lundi 22 juillet 2024 est devenu le jour le plus chaud jamais enregistré dans le monde depuis le début des relevés en 1940, battant le record de la veille selon l'Observatoire européen Copernicus. La température moyenne était de 17,5 degrés, soit 0,06 degrés de plus que le dimanche 21 juillet, qui avait donc déjà battu le record quotidien de température la plus chaude jamais enregistrée. À noter que juin 2024 a été le mois de juin le plus chaud jamais mesuré, et c'est le 13e mois consécutif à battre un record de température moyenne sur des mois équivalents. Selon
Selon Joyce Kimutai, climatologue à l'Imperial College de Londres, cité par l'AFP, ces records de chaleur continueront d'empirer jusqu'à ce qu'on arrête de brûler des combustibles fossiles, donc le pétrole, le gaz et le charbon. Sixième actu, le gouvernement a officiellement interdit Sniffy, une poudre énergisante à inhaler par le nez qui rappelle la cocaïne et qui est très populaire chez les jeunes. C'est la ministre de la Santé Catherine Vautrin qui l'a annoncé ce mercredi. Elle a signé un arrêté d'interdiction de la poudre qui devrait être publié dans la semaine au journal officiel pour entrer en application. Sniffy, c'est donc une poudre vendue par quelques buralistes mais surtout sur internet qui promet, je cite, de booster son énergie instantanément grâce à de la caféine, de la créatine et de la taurine. Elle est déclinée sous 5 parfums: nature, menthe, citron vert, fruit de la passion et bonbons fraises. Alors elle est en théorie interdite aux mineurs, mais je le disais, elle est très populaire chez les jeunes et chez les ados. On verra donc si cette interdiction fonctionne réellement puisque la vente sur internet est difficile à contrôler. On termine avec cette actu, les premiers iPhones pliables, connus sous le nom de code iPhone Fold, devraient arriver en 2026 selon les informations du journal tech The Information. Alors les smartphones pliables, c'est pas quelque chose de nouveau, il y en a déjà pas mal sur le marché, notamment chez Samsung, Google ou encore Motorola, et donc Apple semble vouloir lancer son propre modèle. Selon The Information, la marque aurait approché des fournisseurs en Asie pour produire des composants pour un téléphone pliable, mais a aussi obtenu un brevet pour l'écran pliable au mois de juillet. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Pour tous les nouveaux, je rappelle que ce format est aussi dispo en version podcast audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Je vais pas citer toutes les plateformes, mais vous les connaissez. Sachez d'ailleurs qu'on continue ce format cet été, que ce soit sur YouTube ou en podcast du coup. De mon côté, je vais faire une pause à un moment, mais je continue encore pour quelques jours. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.